Bonjour à tous, Philippe Gates sur Dialogue RCF. Eh bien, vous le savez, sur Dialogue, on aime bien un peu se souvenir de ce qu'il y a eu jadis pour la diffusion de la musique classique. Nous ne sommes pas amnésiques et beaucoup de mélomanes marseillais d'ailleurs ne le sont pas. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai le plaisir de recevoir un musicien qui a fait partie d'un ensemble instrumental tout à fait glorieux dans notre région et en plus qui était le fils du fondateur et chef d'orchestre de cet ensemble. C'est ainsi que je reçois Michel Zaffini. Vous êtes le fils de Clément Zaffini, qui nous a quittés malheureusement voici quelques années, et qui a laissé une trace, comme je disais, dans notre région, en fondant, de ses propres mains, on peut dire, une formation instrumentale qui a parcouru les routes non seulement de notre région, mais bien au-delà, qui a diffusé des partitions souvent rarissimes à l'époque et pour la première fois, qui s'est fait entendre sur les plus grandes scènes festivalières et qui a même été labellisé sur un plan national. Quel souvenir premier gardez-vous de cette entreprise, puisque vous êtes né et vous avez été assimilé progressivement dans cet ensemble en tant principalement que claveciniste d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors c'est drôle, votre propos de tout à l'heure me fait revenir aux sources, puisque mon père, à l'origine, aurait dû être fondeur. Puisque son grand-père, qui était un émigré italien, avait une petite fonderie à Pont-Saint-Esprit. Et a priori, mon père était destiné à prendre la suite. Donc il a coulé de la fonte à partir de l'âge de 17 ans, jusqu'au jour où il a cru bon, en ayant appris le hautbois dans un petit conservatoire à Avignon, ce qui n'est pas très gentil pour Avignon, je m'en excuse, et à l'époque c'était un petit conservatoire, et il a devancé l'appel pour pouvoir intégrer le conservatoire de Paris pour devenir oboïste. Et le problème, c'est qu'il y a eu la guerre, et que donc il s'était engagé pour, je ne me souviens plus si c'était pour 2 ans, puis il en a fait 4 en fait, sur le front. Donc voilà pour le fondateur de l'ensemble instrumental de Provence. Donc il n'était vraiment pas destiné à devenir musicien professionnel. Et puis les années passant, il est devenu oboïste à l'Opéra de Marseille, dans la fosse de l'Opéra de Marseille. Et il a monté son orchestre, qui était au départ un orchestre qui n'était pas amateur, puisque c'était fait avec des musiciens professionnels, mais c'était quelque chose de totalement, comment dirais-je, informel. Et à partir de là, en fait, il s'est trouvé face à des engagements de plus en plus importants, on imagine. Également une situation personnelle ultérieurement où on a eu une crise au sein des orchestres marseillais. Et il faut peut-être se rappeler ça, parce qu'à Marseille, il y avait plusieurs orchestres. Il y avait un orchestre de radio et il y avait un orchestre à l'opéra. Et puis déjà à l'époque, pour des raisons budgétaires, on a décidé de compresser tout ça. Et lui s'est retrouvé face à une situation où finalement ça l'a mené peut-être davantage à se concentrer à cette formation orchestrale. Et ça l'a mené dans un premier temps à perdre sa place de hautboïste, puisqu'il y a eu une concentration au sein de l'opéra. Et il a été tout heureux de se retrouver à la percussion. C'est pas très connu. Il a été percussionniste pendant un certain temps. Et du coup, effectivement, comme vous dites si bien, il a été bien obligé de retrouver une autre facette de son art en faisant de la direction d'orchestre, notamment par le biais du concours de Besançon, où il est arrivé second après Georges Prêtre. Eh bien. Voilà. Et ce qui les a liés d'ailleurs, par la suite dans la suite. Et puis, donc, il est devenu chef d'orchestre. Il avait un quatuor, il avait aussi un quintet avant, je me souviens, où il répétait le dimanche matin au sein de notre petit T2 de l'avenue Foch, et autour de la table de la salle à manger. Quintet avant, qui était formé pour l'essentiel de professeurs de conservatoire, d'Aubagne, d'Aix, lui-même étant devenu rapidement professeur de hautbois au conservatoire d'Aix, qui était un conservatoire national, contrairement à celui de Marseille, qui n'était qu'un, entre guillemets, conservatoire régional. Donc une entreprise qui va se développer assez considérablement, parce qu'on tombe aujourd'hui toujours sur des archives où on voit que l'ensemble instrumental de Provence se fait déjà apprécier, a une très très grande réputation. Votre père aussi en tant que chef d'orchestre. On peut tomber même sur internet, sur des articles à droite à gauche, puisqu'on a des archives qui reviennent. Et puis également des engagements prestigieux. On peut penser par exemple au Festival d'Aix-en-Provence. Alors, Festival d'Aix-en-Provence, ça me fait me souvenir
de quelque chose de tout à fait anecdotique qui n'intéressera peut-être pas les auditeurs, mais je me souviens très bien dans le même petit T2 où nous vivions à 4, donc mes parents et ma sœur et moi-même, j'ai vu arriver Gabriel Dusurgé qui était le fondateur dans un superbe costume blanc, mocassin blanc, extrêmement sophistiqué, un homme qui nous embarrassait beaucoup par son chic, et qui l'a engagé effectivement pour... là, j'étais pas encore musicien au sein de l'orchestre, mais qui l'a engagé effectivement au Festival d'Aix, qui était une consécration exceptionnelle, puisque comme chacun sait, nul n'est prophète en son pays. On parle du Festival d'Aix, on pourrait parler de beaucoup d'autres festivals. Et puis il y a eu également, dans les années 60, quelque chose quand même de rarissime dans notre région, à savoir des enregistrements pour la Deutsche Grammophon. Oui. Donc on mesure un peu le chemin parcouru, oui, oui. puisque c'est une firme qui, encore aujourd'hui, reste un label de prestige et de référence. Bien sûr, un ensemble basé dans notre région, à Marseille, qui enregistre pour le label jaune, comme on dit. Oui. Bien, ça a été peut-être une consécration un petit peu anticipée pour mon père et pour l'ensemble, puisque non, je n'étais pas encore dans le studio à ce moment-là. On a fait une deuxième version par la suite numérique, et là j'ai participé en tant que claveciniste. Mais la première, c'était donc à Paris pour Deutsche Grammophon. Et donc Tancred de Campra, donc, que mon père avait comment peut-on dire, il avait retrouvé les manuscrits où il n'y avait que deux parties, et il a reconstitué les deux parties intermédiaires. Il a fait un travail de bibliothécaire, de fourmi, tout ce qu'on veut. Et l'orchestre a été un des tout premiers à enregistrer de la musique baroque sur Marseille, même en France, on peut dire. Non seulement Tancred, mais également un deuxième enregistrement. Des séries de danse. Des séries de danse. Oui, de compositeurs provençaux. Avec des enregistrements qui n'ont pas été rediffusés, qui doivent dormir quelque part. On va solliciter peut-être de retrouver ces archives, puisque il y a eu aussi, après, on peut dire, des questionnements qui ont eu lieu sur l'interprétation de la musique baroque. Ah, ça a été un vaste sujet, effectivement. Il y a eu la guerre des anciens et des modernes, déjà. Maintenant, ça s'est largement assoupli, parce que c'est vrai que les baroqueux, comme on les appelait, étaient extrêmement stricts, étaient des... comment peut-on dire, des rigoristes. Des rigoristes dans l'interprétation. Il fallait absolument jouer avec un archet très court, il fallait absolument jouer faux. Enfin, pardon, c'est ce que mon père disait, perfidement. Il disait que c'était les mauvais violonistes qui se mettaient au violon baroque. Alors ça a bien changé. Ça a bien changé depuis. Ce sont des musiciens merveilleux. Et je pense que mon père n'aurait pas eu ce mot s'il avait vécu jusqu'à maintenant, bien sûr. Il y a cette partie donc de la musique baroque, vous disiez que c'était un des premiers, effectivement, et puis avec tout ce travail aussi, comme vous évoquiez, de reconstruction, c'est-à-dire un travail de musicologie. Oui, il a fait, oui, bien sûr. Et c'était une grande partie de son travail. Une grande partie, je le vois encore à sa table en train de noircir des feuilles de papier, du papier calque à l'époque. On faisait ça au papier calque, il n'y avait pas d'ordinateur, encore moins d'imprimante. Et il faisait ce travail des dimanches entiers, comme ça, à reconstituer ce qu'il appelait une reconstitution, effectivement, d'opéra. Une époque, donc, dans les années 50, fin des années 50, début des années 60, où il y a justement ce type de formation de chambre qui va se développer en plusieurs points de la France, de l'Europe. Et donc, cet ensemble instrumental de Provence va se faire remarquer au plus haut niveau, avec une reconnaissance officielle très nette. Tout à fait. On a été, je crois, je crois qu'on était 4 ou 5 ensembles de musique de chambre à être subventionnés par les affaires culturelles. À Paris, il y avait Bordeaux, Toulouse, Aurillac-Combe, des gens comme ça, nous. Paris, voilà, 4, je crois qu'on était 4. Une formation de base qui, on peut dire, peut tourner autour d'environ 12 cordes, et une formation qui, également, a suscité de l'intérêt auprès des compositeurs. Et je crois que ce qu'il y a de très fascinant dans l'action de votre père, c'est pour ça qu'il faut lui rendre justice, c'est qu'il y a eu non seulement cette pratique du répertoire classique, romantique, mais également, comme vous disiez, le répertoire baroque, avec une recherche musicologique de ce côté-là, et en plus implanté la
région, puisque Campra était un musicien Tout à fait, à Aix, mais sans oublier la création contemporaine. Oui. Et lorsqu'on voit le fond de partition qui reste de l'ensemble instrumental de Provence, on est fasciné, émerveillé devant le nombre de pages qui ont été créées et suscitées par votre père à la tête de l'ensemble instrumental de Provence. Tout à fait. Il s'est appliqué à mettre dans chacun des concerts que nous donnions au moins un morceau de musique contemporaine. Il s'efforçait de faire ça. Alors, musique contemporaine, entendons-nous, à l'époque, ça partait de... Déjà, Bartók était décoiffant pour la plupart des auditeurs, Stravinsky, tout ça a été joué, Divertimento, Roussel... Et puis, Vous faites bien de le rappeler parce qu'on ne se rend pas compte de ça. Oui, oui. N'oublions pas que Bartók est mort en 1945, donc en 1960, ça faisait à peine 15 ans. Il était contemporain. Ouais. Et puis les compositeurs aussi du cru, Lucien Guérinel notamment, Racol, Maurice Racol, enfin des gens qui ont ensuite fait carrière bien au-delà de Marseille aussi. Il les a aidés aussi à être mieux connus. Avec un travail approfondi. On a le souvenir d'une émission qui était jadis passée sur la 3, à l'époque, avec le compositeur Henri Jarrier. Tout à fait, oui. Où on le voyait justement travailler de manière approfondie tout à fait. avec le compositeur. Et même du théâtre musical, puisque je me souviens d'une œuvre qui s'appelait Musique pour un homme qui meurt. Il y avait un récitant, je ne me souviens plus de son nom, hélas, mais c'était une œuvre très intéressante. Alors, je voudrais quand même, je crois qu'on a oublié quelque chose qui est important, c'est qu'en tant que, même s'il n'avait pas une appétence extraordinaire pour son rôle d'enseignant, il était trop impatient pour ça, je crois. Il avait créé, je crois, pour la première fois le concerto de Strauss pour violon et orchestre symphonique, dans le cadre des Allers Graciles, dans le cadre de l'orchestre de la radio à Marseille, qui avait un orchestre symphonique. Et ça a été pour lui quelque chose dont il était très fier, parce que c'était une œuvre épouvantablement difficile, paraît-il, pour le hautbois. Une époque où il y avait aussi des studios avec des orchestres qui pouvaient jouer. Et puisqu'on va se baser toujours sur des éléments que nos spectateurs ou auditeurs peuvent retrouver par Internet, circule par exemple sur Internet un enregistrement vidéo que je trouve personnellement assez fascinant, où on voit l'ensemble instrumental de Provence, dirigé par votre père, Clément Zaffini, au grand complet d'ailleurs, vous-même au clavecin au premier plan, accompagné Zino Francescati. Ah oui, on avait fait ça pour l'ouverture, je crois, de France 3, région Marseille, oui. Ça avait été un grand moment d'émotion, parce que Zino Francescati, pour nos violonistes, c'était l'idole des idoles, puisqu'il était lui aussi du cru, malgré une carrière tout à fait internationale, extraordinaire. Et il nous avait fait l'honneur de l'accompagner dans un concerto de Mozart et dans la chaconne de Vitali. Voilà, c'est encore un des fameux souvenirs de l'orchestre. On peut évoquer justement des personnalités invitées, parce que il est vrai que l'ensemble privilégiait certainement des interprètes de la région, mais pas uniquement. Et vous avez accompagné de grands noms d'interprétation musicale. On a accompagné Lili Laskin, on a accompagné Jean-Pierre Rampal, Bernard Soustreau, le grand trompettiste de l'époque, qui était Maurice André, qui était un ami, un copain de mon père, puisqu'il faisait danser Maurice André à Alès. Et je pensais justement à lui, puis dans le parcours de votre père, justement, avec ce démarrage, alors que Maurice André avait démarré dans la mine aussi, et était parti du côté de la musique. Il y avait peut-être une rencontre, une similitude. Tout à fait. Oui, je vous dis, il faisait danser entre Alès, Pont-Saint-Esprit, tout ça, il se retrouvait pour cachetonner, pour faire un peu d'argent de poche comme ça. Et mon père était aussi un grand compositeur de chansons. Il a dû écrire quelque chose comme 500 chansons, à peu près, répertoriées à la SACEM, qui ne sont bien sûr plus chantées, qui n'ont eu qu'un succès tout à fait anecdotique. Mais il adorait faire des chansons. Ce qui me permet de parler un petit peu de vous, Michel Zaffini, parce que vous avez été vous avez étudié le piano, vous êtes également entré à l'orchestre, à l'ensemble instrumental de Provence, très souvent pour le continuo, le clavecin, mais également en tant que soliste, puisqu'il y a notamment une partition de Guérinel où vous figurez en tant que soliste, créée à Saint-Maximin. Une création, oui, en plein air et dans des conditions un peu scabreuses, puisqu'on avait
Enfin, ce sont toujours des œuvres extrêmement difficiles, les œuvres de Lucien Guérinel, enfin c'est ce qu'on trouvait du moins à l'époque. Et les spectateurs passaient sans arrêt devant, derrière, et bon, c'était pas très facile. Mais enfin, puisqu'on parle de facilité ou de difficulté, je peux vous dire que là où j'ai le plus transpiré, vraisemblablement, puisque vous parlez de moi, c'était pour l'enregistrement en direct sur France Musique du concerto en fa de Bach, avec ce mouvement lent exceptionnel qui est tout en suspension, en silence et en petites notes, avec un jeu de lutte la plupart du temps, l'accompagnement. Et mon clavecin était totalement désaccordé parce qu'on nous avait obligés, pour des soucis techniques, de jouer dans le cloître de Sénanque, pardon. Et non, de Sylvacane, je disais. Et l'humidité aidant, en plein mois d'août, eh bien, le clavecin était devenu totalement injouable. Et il a fallu aller jusqu'au bout. Et je vous laisse juge du supplice que j'ai dû endurer. Voilà, ça c'est... Puis j'ai joué avec Marie-Claire Alain. On a joué l'art de la fugue dans son festival, dont je ne me souviens plus le nom. Festival de renommée internationale aussi. Nous continuons à parler de vous parce que, au-delà de l'interprétation musicale, vous évoquiez l'aspect peut-être moins connu de compositeur de votre père, mais vous-même, vous vous êtes mis à écrire de la musique, et notamment pour un cadre très précis qu'on appelle aujourd'hui la musique à l'image. C'est-à-dire, eh bien, des musiques de films, de films même télévisés, qui ont eu un grand succès. Oui, certains. Oui. Et ça vous est venu comme ça, ou avec un appareillage peut-être plus moderne aussi à l'époque? Oui, voilà, oui, bien sûr. Ça a été un drôle de concours de circonstances. Un jour, un ami qui était producteur à Paris m'a dit « Mais qu'est-ce que tu attends pour te mettre à la musique de film ? Tout le monde fait de la musique de film. Toutes les femmes de mes réalisateurs pianotent sur leur Mac pour faire des musiques de film. » Je me suis dit, après tout, pourquoi pas. Et j'ai eu la chance que la première commande qui me soit faite était quelque chose qui s'appelait l'Adagio d'Alboretti, avec Jean Lefebvre, je vous laisse juge, enfin une comédie très française, on va dire. Et qu'on peut trouver en DVD. Ah bon? Eh oui. Merveilleux. Et donc là, ça m'était relativement facile, puisque c'était du baroque. Il fallait composer à la manière d'eux, un peu comme l'Adagio d'Albinoni, enfin d'Alboretti. Vous avez compris que c'était une allusion fine à l'Adagio d'Albinoni. Voilà. Et je me suis lancé comme ça, et j'ai fait surtout beaucoup de musique. Bon, pour quelques téléfilms, c'est vrai, mais surtout pour le Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, j'aurais fait des musiques d'exposition, et notamment pour le musée de Quinçon, le musée de la préhistoire, des choses comme ça. J'en ai fait pas mal. Vous pratiquez toutes sortes de musique, et finalement, là, nous parlons musique dans ce créneau, mais ce n'a pas été votre voie professionnelle, puisque vous êtes psychanalyste. Oui, mais ça a été... j'ai toujours été un dilettante, ce qui faisait enrager mon père. J'ai eu des discussions très sévères avec lui, qui se plaignait de mon manque de passion pour la musique. Lui-même avait une passion totalement dévorante et exclusive pour la musique. Et je l'ai tellement vu peiner dans ce rôle que ça m'a un petit peu sans doute découragé quelque part. C'est ce que j'allais dire, parce que là, nous avons évoqué un ensemble glorieux qui a été monté, qui avait une réputation tout à fait merveilleuse et remarquable, qui jouait à droite à gauche, mais ce n'est pas pour autant que la vie a été rose tous les jours pour pour diriger cet ensemble. Parfois du côté instrumental d'ailleurs, mais également du côté des tutelles, comme on dit. Bien sûr, ça a été très dur. C'était la pêche aux subventions, parce que sans ça, on ne pouvait pas marcher. On attendait fébrilement l'arrivée du renouvellement de l'accord avec les affaires culturelles à Paris. Et c'est vrai qu'on était un petit peu placé en situation de grande difficulté avec l'Opéra de Marseille et sa gestion de l'époque, parce que ils ne trouvaient pas un grand intérêt, et les maires de l'époque non plus, malheureusement. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'aide de ce côté-là. L'Ensemble instrumental de Provence a été labellisé pendant un temps orchestre de chambre de l'Opéra de Marseille, rappelons-le. Oui, mais ça n'a pas été forcément une bonne chose, je pense. Malgré ce qu'on pouvait imaginer, on espérait pouvoir bénéficier d'une forme d'infrastructure, salle de répétition. Il n'en a jamais été question. On a été recueillis, d'ailleurs il faut le dire, sur le Prado par l'église arménienne du Prado, heureusement. Et gloire qui est un local attenant. Oui, très beau local.
Et on a été aussi accueillis, alors là, d'une manière assez bizarre, dans une arrière-salle de l'Alhambra, en haut du boulevard Chave, qui était une salle de danse, de bal. Et pas question d'approcher l'opéra qui disait ne pas avoir de local pour nous. De même qu'on devait porter le clavecin, mon père et moi, alors qu'il y avait des hommes d'entretien, des fourgonnettes, il fallait tout louer, il fallait tout faire par nous-mêmes. On n'était vraiment pas aidés à cette époque. Donc chef d'orchestre, c'est une fonction prestigieuse, mais aussi Oui. avec beaucoup de poids sur les épaules. Tout l'administratif, et puis porter les valises de pupitre, les plombs pour lester les partitions lorsqu'on jouait en plein air, et tout. Donc ceci explique peut-être que vous soyez orienté vers une autre voie. Je pense, oui. Je pense. Quand même un goût pour la musique qui reste dans votre famille, puisque tout à l'heure vous évoquiez ce Tancrède de Campra, qui a vraiment marqué le travail musicologique de votre père, Clément Zaffini, et un Tancrède qui a inspiré alors une génération ultérieure. Oui, vous voulez parler de mon neveu, de mon filleul plutôt, Hugo Bellagamba, qui a écrit effectivement un roman. Il est spécialiste, outre le fait qu'il est professeur à la faculté de Nice, la faculté de droit, il exerce son métier d'écrivain de manière très reconnue, puisqu'il est édité par les éditions de Noël, et il a écrit un Tancrède, une uchronie. Et j'en suis très fier. Une uchronie, c'est-à-dire quelque chose qui imagine ce qui se serait passé si les choses n'avaient pas été... Oui, si Hitler avait été un bon peintre, par exemple. Oui, ça aurait été peut-être pas mal. Ça aurait été pas mal. Eh bien, écoutez, qu'est-ce que vous pensez de l'avenir des orchestres en ayant eu cette expérience? Est-ce que, par exemple, une formation comme l'ensemble instrumental de Provence pourrait, à votre avis, renaître, ou sous la même forme? Certainement pas, puisque les conditions économiques, déjà difficiles à l'époque, ne sont pas les mêmes. Écoutez, je pense qu'il faudrait moins attendre des tutelles de l'État. Ce qu'il faudrait, eu égard à la décentralisation, ça aurait été que le Conseil général, le Conseil départemental, enfin nos tutelles locales, mettent un peu plus la main, si ce n'est à la pâte, du moins au moins au portefeuille. Mais de toute évidence, c'est pas dans notre culture méridionale, visiblement. Et de votre côté, encore d'autres projets musicaux, participation à des groupes instrumentaux, mais pas forcément de la musique classique, peut-être? Non, je joue toujours on répète avec un ami qui est expert comptable, qui n'est pas du tout musicien, qui joue très bien du violoncelle, on monte des programmes de piano-violoncelle. J'ai repris mon instrument initial avec joie, parce que ça a toujours été une grande passion, le clavier du piano pour moi. Il faut noter aussi qu'il existe dans les archives des radios, très certainement, des enregistrements dans l'ensemble instrumental de Provence. Donc on peut souhaiter aussi une renaissance progressive de tout ce qui a été fait, puisque, comme je disais, on voit réapparaître des vidéos, et très certainement, eh bien, on ne peut que souhaiter justement une remontée à la surface, parce que je crois qu'on sera tout à fait étonné du niveau et de la qualité qui était atteint par cette formation. Oui, mais je l'appelle de mes voeux, parce que pour moi, que serait la vie sans la transmission? Je pense que on a fait quelques essais avec un garçon qui s'appelait Philippe Gate à l'époque, et qui avait repris les rênes de l'orchestre, et ça ne s'est pas fait, mais il faudrait l'interviewer peut-être pour savoir pourquoi ça ne s'est pas fait, pourquoi ça n'a pas été pérennisé, cette expérience, notamment dans le cadre de la cathédrale à Marseille. Un homme... je ferai... voilà. Nous en resterons là, sur les compliments. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que c'est un orchestre dont le nom reste, dont la mémoire reste, tant mieux, dont le fond de partition reste, tant mieux, soigneusement conservé. Donc il ne faut jamais présumer de l'avenir, quel qu'il soit.
Que le phénix renaisse. En tout cas, Michel Zaffini, ça m'a fait un immense plaisir de vous retrouver, de vous recevoir dans le cadre de cette émission Provence Classique, pour cette émission qui était réalisée par Frédéric Banegas. Merci. Eh bien, nous retrouverons la semaine prochaine. Alors, on parlera encore de musique baroque avec un autre musicien qui la pratique. Il s'agit de l'ensemble des Fêtes d'Orphée. Oui. Et avec Guy Laurent qui, de sa manière, prolonge aussi ce premier travail de Clément Zaffini. Et qui notamment a fait un immense travail sur les maîtres locaux, marseillais et aixois. Et donc avec lui, nous parlerons de l'anniversaire de son ensemble. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine.